C'est la deuxième fois qu'il y a un film produit par Warner Ouais. dans ce podcast. Ouais. La dernière fois, c'était pour Joker 2, Bah, cette fois-ci, c'était mieux. mais il y a d'autres problèmes. Oui. Oh, quelle intro d'épisode de fou. Salut Maël. Salut Yoshan. Salut Aurel. Et ouais, nous sommes trois et aujourd'hui on est là pour parler de Mickey 17 ou Mickey 17. si Mickey vous préférez, 17. de Bong Joon-ho. Ça va varier pendant le podcast, l'appellation. Hein, je Ouais, pense. oui, oui. Voilà, c'est ça. très clairement. À savoir que c'est une adaptation d'un livre. Oui, Mickey 7. Voilà, Voilà. tout simplement. Ils ont juste rajouté un 1, bravo Et l'originalité. grosso modo, l'idée de base, bah, c'est la même que dans le livre, de ce que j'ai vu. Ouais, mais tu veux pas faire un petit synopsis pour les gens peut-être. Le Ouais, synopsis alors, halluciné. La galère. Héros malgré lui, Mickey Barnes se tue à la tâche. Littéralement. C'est vraiment marqué Oh, littéralement, putain. putain. Quel enfer. Car c'est ce qu'exige de lui son entreprise. Mourir régulièrement pour gagner sa vie. Waouh. Donc ouais, on est Ça, dans tu un vois. film de SF Mhm. où donc Mickey peut Ou Mickey. mourir et renaître grâce à une imprimante en fait. Voilà. Mhm. Bro is du papier et de l'encre. Voilà, tout simplement. Bro is the new imprimante 3D. Coup réalisé par Bong Joon-ho qui est On a fait Bah, plein de fait- trucs. comme Snowpiercer. Et qui a été Et évidemment couronné, Parasite. voilà, couronné de Ouais. gloire récemment par Parasite. Memories of Murder aussi. Alors, moi je suis déjà content qu'on en parle parce que je pense que je pense que c'est assez intéressant parce que je crois qu'on a des expériences très très différentes du cinéma de Bong Joon-ho là dans ce non, C'est-à-dire que c'est le seul film de Bong Joon-ho que j'ai vu pour, voilà, pour c'est ça. l'instant. Mais... Ouais, mais du coup ça va être intéressant parce que je pense que du coup on a des avis très 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 différents sur le film qui sont même que décroissants ou croissants suivant par quel bon on le prend. Et je pense que ça a pas mal à voir avec la façon dont chacun a abordé comment dire le style Bong Joon-ho et du coup le recul qu'on avait par rapport à ça. Donc c'était assez intéressant quand même sur beaucoup d'aspects. Je sais pas à quel point on décrit encore plus. Bah, en vrai, enfin déjà globalement on peut faire un petit tour de table. Qu'est-ce qu'on en a un peu tous pensé? Moi, Faut-il voir ce film? faut-il voir ce film? Bah, ça, moi je pense que oui, j'ai trouvé le film vraiment cool et enfin très chouette à regarder. L'histoire est prenante. Les gens jouent bien. La réal est cool. Enfin, il y a vraiment des trucs chouettes. De toute façon, il y a toujours des défauts. Ouais, il y a des défauts, mais mais faut j'ai quand même le trouvé, voir. voilà, c'est ça. Moi, j'ai trouvé le truc, c'est que les défauts, en fait, c'est vraiment après le film que je les ai vus, pas pendant. Pendant le film, j'ai été bien transporté. Enfin, le film m'a plu et m'a pris, quoi. Enfin, vraiment, j'ai pu regarder le film de A à Z sans me dire, ah, ça c'est un problème, vraiment, c'était nul. Mais après le film, a posteriori, quand je réfléchis à ce que j'ai vu, bah en fait, je vois les problèmes, donc voilà. Ouais. Clairement. Moi, c'est un peu le genre de film, j'en parlais juste avant avec Aurel, justement, je pense que c'est un peu typiquement le genre de film où si je le revoyais, ce serait plus compliqué. Oui. Mais dans le flux, moi je vais être assez d'accord, je pense que dans le flux, et d'ailleurs finalement, bah, bon, là, on était dans la même salle de ciné, donc ça s'est plutôt ressenti, on était plutôt... voilà, je vois ça. Ouais, c'était bien. Moi, Oui, mais il y a vraiment des moments où j'ai ri. Oui, il y avait vraiment des moments marrants, ouais. C'est quand même un truc ultra caractéristique de Bong Joon-ho, mais la rupture de ton, tu vois, enfin un peu tout le temps, on passe quand même clairement. du truc littéralement ultra horrifique, voire à des moments, enfin vraiment un peu body horror sur certains trucs où visiblement il s'amuse, et des fois Et des trucs marrants. ultra absurdes. Mais voilà, c'est ça. Mais je trouve que du coup, mais ça c'était ce que j'avais entendu pas mal de critiques avant d'avoir vu le film, c'est qu'en fait, les gens se sont marrés en voyant ce film, beaucoup. Et du coup, ça... Enfin, moi je trouve ça chouette, quoi, que ce soit... Les ruptures de ton marchent très, très bien. Moi je trouve que ça marche... Enfin, moi, je connais pas d'autres films de lui, du coup, je trouve que ça marche bien et j'aime bien ça. Le côté à la fois, bah, tu rigoles et en même temps, c'est un peu horrible pour certains personnages. Mais en même temps, je trouve ça marrant. Bah, notamment la première scène du film, du coup, qui est pour moi vraiment là-dedans, c'est que, en fait... c'est horrible et le truc enfin il est mort au fond d'une crevasse quasiment et bah en fait son pote vient récupérer juste son lance-flamme et lui dit bah t'inquiète tu verras tu te feras reprint ça va bien aller Voilà, et du coup je trouve ça marche bien et
Moi, j'ai bien aimé ça, quoi. Moi, je suis d'accord, mais pour moi, c'est pas anodin que tu cites cette scène. Enfin, il y a un point culminant du film où je pense qu'il y a une sorte d'unanimité absolue sur quelle scène est absolument géniale et sûrement le paroxysme du film. Je sais pas si on en parle maintenant pour pas. Pour l'instant, faut voilà, pas trop c'est ça. spoiler. Ouais, faut Bon, éviter de donc, spoiler, je suis ouais. d'accord avec toi. Il y a des moments où la rupture de ton, elle est vraiment, vraiment réussie et elle produit l'effet qu'elle est censée produire, c'est-à-dire cette espèce de moment un peu de choc absurde où. Bah, à la fois t'es amusé et à la fois t'es un peu horrifié, du coup, c'est quand même ça qui se passe. Mais pour moi, il y a un troisième truc qui rentre en matière et qui déséquilibre. C'est une sorte de conformisme de cinéma américain qui, pour moi, est assez flagrant à des moments et qui, du coup, fait un peu tiquer pour moi. Tu vois, et du coup, ça brise un peu cet équilibre de. Il y a vraiment ce truc de l'horrifique rupture de ton, du coup, effet. Mais est-ce que c'est pas les hommes actualisent l'or qui te posent problème? Où il y a vraiment des moments de discussion, peut-être ça, tu vois, parce que ça c'est pour moi un problème du film. Ça, c'est l'exemple ultime. Les exemples, enfin, genre en mode, bah ça on n'a pas expliqué avant, on l'a pas montré, faut qu'on l'explique pour que le public comprenne, faut qu'on l'explique, et du coup ça, pour moi, ça pose problème. Les moments de discussion dans le vaisseau, où juste ils marchent dans un couloir et actually, en fait, il s'est passé ça, c'est le lore et point. Et je trouve que ça C'est vrai qu'il y a un peu ça. Dommage. Mais ça, c'était super didactique, quoi. Ça m'a pas non plus extrêmement Mais c'était gêné. dans quoi comme film qu'on avait vu ça déjà la dernière fois de Actualise the Lore? Ah bah Captain America. Ouais, c'était dans Captain America, c'est ça, on est d'accord. Ah, tu vois, ça fait mal, ça, quand même. Bah en fait, c'était vraiment ça, quoi. Là, c'était vraiment agaçant pour Oui. dans Captain America. Là, c'était pas... au moment où il explique, c'est pas relou, mais ça casse le ton quand même. Ouais. Et ça casse le rythme du film, je trouve. Le flux, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je me dis, l'histoire, c'est quand même... ils sont dans un vaisseau spatial, ils veulent aller coloniser une planète, etc. Est-ce que c'est pas Avatar en mieux? Oui, c'est vrai qu'on a parlé d'Avatar en plus avant d'y aller, avant d'aller voir le film. Outre la blague, en vrai, je pense que non. Je pense que ça a à peu près rien à voir. Non, mais c'est intéressant parce que... C'est pas le même objectif. Non, mais je pense que le parallèle est pas inintéressant parce que je pense que il y a un peu cet aspect-là où... dans le cinéma de Bong Joon-ho, ok, on peut y aller, ok, on peut faire une lecture extrêmement marxiste du cinéma de Bong Joon-ho. Voilà, est-ce qu'on peut l'aborder? Le film est woke, oh là là. Bon, alors, attends. On va y aller étape le par étape. W-word. Non, mais en fait, W-word a été prononcé. je pense qu'il faut s'avouer que là, il va falloir assumer le fait qu'on va devoir partir en discussion libre parce que vous n'avez pas l'habitude qu'il y ait un film avec autant de trucs à dire, d'accord? Moi, j'écoute votre podcast et je vois bien que là, vous êtes perturbé par le fait qu'il y a factuellement des choses à dire que le film dit lui-même et que vous n'êtes pas obligé d'aller chercher sur des trucs et tout pour tout d'un coup que le film il ait une structure en lui-même. Après, je pense pour ce genre de discussion, on va attendre la partie. La partie spoil. Ouais, je sais. Mais juste par rapport au truc de l'avis global sans spoil, moi, bon, c'est peut-être pour faire pseudo-subversif, mais quand même, je pense faut le voir, mais pas normalement. Moi, je pense que c'est un pas film... normalement. Pour lui, tu dois le voir fonce D, tu dois le voir sous drogue et sous alcool pour profiter. C'est un film qu'il faut voir en streaming. Moi, je pense que c'est ça, parce que par rapport à ce qu'est censé dire le film, et on va y venir, parce que pour moi, le film n'arrive pas à dire... Il faut soutenir la démarche que le film aurait dû réussir à dire et ne pas donner de la thune à Warner. Voilà, moi ça va être ça ma conclusion. Et Aurel, toi, qu'est-ce que t'en as passé du coup du film? Qu'est-ce qu'on a pensé? Ouais, j'ai bien aimé. Revisionnage, je suis pas trop sûr. Déjà, je suis pas trop sûr de vouloir le revoir là comme ça, quoi. Je pense que ça me saoulerait un peu. Mais c'était sympa. Bon, évidemment, c'est joli, mais bon, quasiment tous les films qu'on voit sont pas si mal. Non. Pas tous. Pas tous. Mais tu vois, globalement, quand le film est bien, oui. Voilà, voilà, tu vois. Par exemple, les tuches, c'était moche, tu vois. Oui, mais par exemple, Red One, c'était moche. Ouais. Wicked, c'était pas très beau. Mais ça allait un peu dans le délire, le fait que ça soit moche, Red One. Je suis d'accord. En tout cas, là, il y a des moments de photographie qui sont... où vraiment tu peux te fixer sur l'image. Ouais, de fou. Mais c'est vrai que t'as dit que le deuxième W-word, c'est Warner. les deux W. C'est vrai que on sait pas trop ce qui s'est passé, mais on sait qu'il y a eu des embrouilles avec la Warner. C'est vrai, il y a ça. Et la Warner. Moi, j'ai un peu regardé. Le film Ah oui, pardon. Bong Joon-ho, il a rendu son montage à lui, en novembre 2023. Ah ouais. C'est le bordel. Hein. Grosse embrouille.
Ça s'étape dans les locaux de la Warner. Bon, évidemment, du coup. Ça s'est battu. Et le budget, non, parce que du coup, c'est le pas budget. 150 millions, c'est massif pour un auteur de ce de- type-là, qui oui, a oui. quand même un réel sud-coréen. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu du art-washing de la part de Warner. Ok. Je sais pas si- Mais moi, je vois Tu ce vois que le tu veux dire. Ouais, je vois. Mais ça, c'était ma take quand on est sorti du film, qui était ces derniers temps, ils veulent faire des blockbusters qui sont qui sont plus genre, oh là là, on vous fait réfléchir, tu Un vois. peu crédible. Moi, je pense Voilà, qu'il y a c'est une ça. volonté de crédibilisation d'une bonne partie de ce genre de studio. Oui, oui. Mais tu vois, même par Mais exemple, ça existe avec depuis le tout le conclave, temps, hein. avec ça, oui, mais je trouve que ces derniers temps, ça sort beaucoup. Et que leur but, c'est aussi d'aller chercher de la niche, tu vois. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Genre là, regardez, nous on a fait un film avec un Sud-Coréen qui était connu de fou, qui a gagné à Cannes, et en même temps, genre il n'y a pas grand monde qui le connaissait avant. Enfin, il a été connu pour Parasite, etc. Ouais. Mais tu vois, le grand public le connaissait pas forcément avant. Il y a eu Snowpiercer, Je mais pense- c'est vrai que ça n'a pas Oui, non plus été un ça- gros ça a succès. pas été Snowpiercer, un- il me semble, c'est le C'est pas un succès, premier, mais- c'est son Ouais, premier c'est film ça. où j'en ai entendu parler à l'époque. Mais c'était pas, enfin tu vois, ça a pas marqué Ouais, non, ça a tout pas le monde, été, tu vois. Parasite. Et du coup, oui voilà, mais tu vois, je pense que c'est ça le truc, mais pareil, tu vois, pour moi, The Conclave, c'est la même chose. Il y a un truc de, regardez, on va vous chercher des niches dans le thriller, dans la science-fiction, etc. pour se crédibiliser, tu vois. Mais moi, je pense que tu as Voilà. raison. Je pense qu'il y a même un phénomène actuellement du cinéma où il y a un peu une sorte de dichotomie entre les gros studios, du coup Warner, pour ne pas citer ou quoi Oui, que ce soit, Le Disney, W-Word. Disney, bien sûr, évidemment, Oui. et j'ai presque envie de dire le cinéma A24, tu Mhm. vois, qui représente l'espèce de cinéma alternatif un peu horrifique d'auteur et tout, alors que bon, il y a plein de trucs à côté, et j'ai l'impression qu'il y a dans l'imaginaire collectif, il y a un peu cette dichotomie qui s'installe, et où du coup aujourd'hui, les fans ayant un impact absolument monstrueux sur Voilà. la manière dont les films sont conceptualisés, pensés De fou. et produits, je pense que la Warner, effectivement, elle a une sorte de volonté potentielle à travers ce genre de film Voilà. de se crédibiliser, Et puis aussi en opposition à ce que A24 est. Alors évidemment, c'est ultra américano-centré, mais Et voilà. aussi, le truc, c'est que pour moi, en fait, les blockbusters, seulement blockbusters qui sont sortis dernièrement, genre les Marvel, Bah, ou c'est soufflé, genre- hein. C'est ben soufflé voilà, de mais fou. c'est ça que je veux dire, tu vois, c'est qu'en fait, ça a été dégommé par la critique, mais enfin, tellement, tu vois, des films d'action, les derniers films d'action un peu bas du front qui sont sortis, ils sont tous, tout le monde a dit c'est nul, tu vois. Donc je pense qu'ils essayent aussi de regarder, en fait, on fait pas que des films nuls, tu vois. Mhm. Et je pense que c'est ça, et que en fait ils essayent de renouveler le blockbuster avec ce truc, parce que tu vois, on sait que maintenant, enfin, toutes les Marvel, tout ça, ça marche Voilà, là, plus, quoi. Tout est, enfin non, mais tout le monde dit c'est nul. Enfin voilà. Alors il y a toujours des gens qui viennent en salle pour aller voir les Marvel, etc. Mhm. Mais tout le monde trouve que c'est nul. Enfin, Bah ouais, non, mais là, ils arrivent même pas à faire des films qui. Bah, juste du oui. bon divertissement. Un peu. Mais c'est ça en fait, c'est que du coup il y a plus le bon divertissement film d'action qu'il y avait avant, et du coup ils essayent de renouveler, je pense, avec des trucs. Oh là là, c'est un film d'auteur entre guillemets, alors qu'en fait ça a un budget de 150 millions et que c'est produit par Warner, quoi. Mais je pense qu'on va essayer de basculer le plus vite possible dans la partie spoiler pour y aller franchement, quoi. Ouais. Ouais, moi je tiens juste à dire Ouais. que t'as d'autant plus raison qu'en vrai Dune, c'est Mais sensiblement oui, ce mais voilà. phénomène-là. C'est ça. Ouais. Mais alors je sais pas de quand c'est parti, genre je pourrais pas dire ce film-là c'était un des premiers. Ça a toujours existé en vrai. Mais oui, mais je trouve que ça sort beaucoup ces derniers temps. Et que Ouais. genre, c'est marquant ces derniers temps. Ah bah, il y a une explication, il me semble, assez conjoncturelle, qui est qu'aujourd'hui, il y a la grève des auteurs Ah oui. on commence à Ouais, ouais, sortir de fou. du phénomène Oui, de la oui. grève des auteurs qui a été une sorte de blocus, et il n'y a aucun doute que ça a impacté notamment Oui, Mikey c'est- 17, oui, oui. tu Mhm. vois. Ouais. Mais du coup, Oui, c'est vrai qu'il y allons-y, a c'est ça, dans ouais. Mikey 17. Mais, ouais. Tu Je veux suis pas entrer sûr, dans je suis Mikey pas sûr, en fait, 17, voilà. quoi Mais dans les mots, Robert Pattinson est super dans le film, je trouve. Ouais, il Il fait bien Ouais. son taf. fait bien son taf. Voilà. Hâte de le revoir Et dans ça, c'est- Batman, c'était hein, le- quoi. Oui, tout à fait. Bah, Totalement. Il y a une interview où Bong Joon-ho, il dit je voulais Robert Pattinson. Alors je crois que déjà c'est parce qu'il l'a vu dans Lightning House, et il a dit Mhm. Moi, bah, j'aurais pour adoré moi- que ça soit. Je l'ai vu dans Twilight. Je l'ai vu dans Je l'ai Twilight. vu dans Twilight et du coup je suis fan. Bah, en vrai, ça aurait du sens par rapport au personnage. Mais Oui, c'est vrai, mais aussi oh putain, c'est vrai que c'est un peu un incel quand même. presque hein.
Oui, non, mais presque absurdement, c'est toujours ce truc de déconstruire le bel et faible, Oui. tu vois. Mais moi, je pense, il a surtout dit que Robert Pattinson avait une gueule super imprimable. Il a dit ça comme ça. C'est vraiment Voilà. imprimable. Ce qui est factuellement ce qui se passe dans le film, donc je trouve ça très c'est appréciable vraiment un banger. comme analyse de la part de Bong Joon-ho. Mais tu vois, parce que Robert Pattinson, c'est pas inintéressant aussi. Est-ce que du coup, là, en allant aussi dans ce genre de film, parce que ça, je sais plus avec qui j'en discutais, mais la recrédibilisation aussi de lui, est-ce qu'il est toujours. Ouais, c'était avec toi. J'étais pas là aussi, moi. Peut-être qu'on était les trois, je sais plus, d'accord. C'est un phénomène de société de toute façon. Voilà, c'est ça. Et que non, mais et que du coup, il essaye de toujours de se crédibiliser. Et moi, je trouve qu'en fait, maintenant, il a plus besoin pour moi. Bah c'est fait, en fait. Voilà, vrai, c'est ça. Je trouve que c'est fait. Parce que pour moi, genre, c'est bon, tu vois. Beaucoup de gens ont oublié Twilight, quoi. Ouais. Enfin, ça reste comme marrant, mais on se souvient plus de lui comme de Edward dans Twilight. Ouais, en tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus ce phénomène de oh putain, qu'est-ce qu'il fout dans ce casting. Ouais, c'est un peu le phénomène Harry Potter, quoi. Ah, c'est Harry Potter. Ah, tu vois, ouais. il avait ce truc à l'époque. Ah oui, c'était à l'époque, Edward oui. Cullen. À l'époque, oui, mais maintenant, je trouve Oui, beaucoup justement, moins. Tu vois, maintenant. il a tourné dans Batman, et genre, tout le monde a dit, oh, il joue trop bien dans Batman. Il tourne là-dedans. Il a tourné dans quoi d'autre aussi? Lightning House. Ouais. Il y a eu Tenet qui est quand Oui, même... Tenet, ouais. Alors, d'ailleurs, parallèle intéressant, moi, je sais plus de quel film vous avez parlé pour les phases explicatives de Mikey 17. Pour moi, les phases explicatives de Mikey 17, ça m'a fait penser à Tenet. On a parlé de Captain America, je crois. Ah voilà, Captain America. Ouais, alors... Oui, alors c'est pas J'ai glorieux. pas vu mais... Captain America. C'est pas le même niveau. Je me suis préservé mentalement. D'ailleurs, je tiens à dire que si les gens écoutent d'affilée vos podcasts, ils doivent se dire vraiment que votre santé mentale est en dégradation. C'est vrai À chaque fois, ça enchaîne, vous êtes là. Bah, c'était pas vous. Avec la voix qui tremble un peu comme ça. Encore. Mais ouais. C'était pas bien. Mais pour moi, il y a un peu ce phénomène-là où Nolan, c'est un peu presque la caricature sur certains aspects d'un certain cinéma hollywoodien qui se veut intellectuel, ultra accessible. Voilà. Et Tenet, c'était presque devenu une parodie de ça, où il l'a écrit sans son frère, et du coup, c'est très désincarné, et c'est très froid, et bon, ça peut être marrant à regarder, mais je trouve, ouais, voilà. Et des fois, pour moi, il y a ce phénomène-là dans Mikey 17, où c'est dans ce que je parlais, c'est qui brise un peu des fois l'équilibre de ce côté rupture de ton, qui pour moi marche bien. C'est évidemment des phases explicatives. Il y a aussi juste un phénomène tout con, mais ces phases explicatives, elles sont dans la tête du personnage principal, elles sont dans la tête de Mikey 17, c'est la voix off de Mikey 17, ce qui pour moi a pas trop de sens en termes du propos du film. C'est-à-dire que c'est quand même supposé être un film sur la dissociation et d'ailleurs tout le film est assez intelligemment pensé sur le fait que chaque personnage a un double. Donc il y a le personnage de Mark Ruffalo, qui a le personnage de Toni Collette qui est sa femme, très bien. Qui est très bien. Moi j'ai trouvé le duo de personnages très cool. Ça c'est génial. Justement, Toni Collette, on se demandait où on l'avait vu. En fait c'était dans Jury numéro 2. Ah oui, qui était là. Oui, c'est vrai. Ok, ouais. Oui, elle jouait bien. Elle était très bien dans le numéro 2, c'est vrai. Mais elle est géniale. Bon, évidemment, je pense que tout le monde l'identifie un peu pour Hérédité parce que c'est un peu sa performance d'acteur absolu. J'ai pas vu le film. Ouais, voilà, je pense que ce Hérédité. serait pas le genre de truc. Toi non plus, t'as pas vu. Non, mais je pense que en vrai, plus j'y pense, plus je pense que dans le film, c'est le personnage qui est factuellement le plus menaçant. C'est confirmé par la fin. À la fin, oui. Voilà, avec le cauchemar qui s'imbrique assez mal, malheureusement, dans le récit en fait, global. C'est vraiment, ça pop de nu. Là, on est un peu en train de spoiler, mais. On est passé dans la partie spoil, là, non ? Plus ou moins. C'est maintenant, allez. Voilà, à partir de maintenant, c'est la partie spoil. Tu veux que je fasse un clap pour le montage ? Non, c'est bon. Vas-y, fais la transition. Est-ce que tu veux faire la transition ? Ouais, bah écoute, vous m'avez un peu dépassé là. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire dépasser les autres podcasts en nous notant 5 étoiles. Ouais. Sur les plateformes d'écoute. Oui, bien. Mais oui, dès à présent, on va spoiler salement. Voilà. Donc je te laisse y aller. Ok. Bon, moi je pense que Toni Collette, au final, son personnage, c'est un des plus menaçants parce que parce qu'en fait, il y a la passivité. En fait, le personnage de Mark Ruffalo, voilà, exactement. Mark Ruffalo, je ne le connaissais que en tant que Bruce Banner. Mais je le trouve trop bien dans le film. Et en fait, je trouve qu'il joue trop bien. Ouais. Et voilà, donc j'espère que je verrai d'autres films de lui parce que j'aime bien. Enfin, avec où il est présent parce que j'aime bien. Et que il joue Hulk, mais c'est... Enfin, moi, c'est vraiment le seul truc que je connais. Mais donc voilà, j'espère voir d'autres films avec lui.
Bah, moi, je sais pas. Que j'ai bien aimé. Je sais pas à quel point c'est factuellement ça la connexion, mais Bong Joon-ho, il a fait une coréale avec Léo Carax, donc qui est le réalisateur de Annette, qui est super, non, bah, ça j'adore, et Michel Gondry, qui est le réalisateur de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il y a Mark Ruffalo. Ok, d'accord. Donc, oui, peut-être que je le connais de là, et du coup. Bah ouais, parce que Bong Joon-ho, je vais faire un parallèle après. Mais Bong Joon-ho, c'est quand même un étudiant de ouf du cinéma, un surpassionné à qui on donne tous les jouets, tu vois. C'est pour ça que le film, il y a un côté hyper affectueux quand tu peux regarder le film, parce que effectivement, on peut le dire du coup, mais le film bégaye. Il y a plein de moments où il y a plein d'histoires qui sont pas abordées. En fait, mais tu vois, pour moi, vraiment le rêve et le cauchemar est très symptomatique de ça à la fin, parce que ça pop de nulle part qui fait des cauchemars, tu vois. Attends, non mais il y a des mini flashbacks avec sa mère. D'ailleurs, on peut parler de oui, ce c'est truc. vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, putain. Il y a une impression de personnage oublié un peu dans l'histoire. Mais tout le temps. Bah, on le voit. En plus, on voit jamais son visage, sa mère. Ouais. Mais surtout, je crois. J'ai pas compris pourquoi. Mais c'est Freud, t'inquiète. Non, mais mais c'est là où on voit que ça devait être abordé à la base, c'est que au début du film, quand il y a la femme qui va l'amener dans le vaisseau et qu'il a juste tout un truc avec ses cheveux et c'est elle qui lui colle un flingue sur la tempe en disant. Je pense que c'est sa mère, voilà. Et ouais. Putain, après le personnage, on le voit plus. Mais c'est ça mais tu vois, c'est intéressant. Tu viens de dire, on pense que c'est sa mère. Ça, c'est pas du tout formulé dans le film. On pense pas que c'est sa mère. Il trouve que l'odeur est comme sa mère. Mais il le dit pas, ça non plus. Oui, c'est vrai. Oui, alors c'est moi par qui fais déduction, tu vois, tu fais une reconstruction. Et ça, c'est un peu le gros point faible du film, c'est que c'est une sorte de giga opéra de tout ce que Bong Joon-ho veut dire, veut faire. Et il y a même des trucs. Bon, alors du coup, c'est parce que j'ai vu certains de ses films, mais il y a clairement le parallèle avec Okja, enfin le moment où il coupe la queue de l'alien, vous voyez là, et où elle le découpe pour en faire de la sauce. Bah en fait, alors franchement, c'est quasiment du copier-coller d'une scène de Okja, qui est donc son film fait avec Netflix en 2017, qui est moi je trouve très réussi, même sur certains aspects qui est peut-être plus réussi que Mikey 17 dans cette espèce de passation du cinéma plus occidental. Bref, voilà. Et il y a une scène littéralement où à un moment il découpe des morceaux d'animaux comme ça, et où c'est de la déshumanisation. Désanimalisation. C'est de l'antispécisme. Oui, ça fait un peu comment ça du discours de Bong Joon-ho, comme la critique de classe, etc. Mais en fait, moi, du coup, pour la critique globale du film, moi je pense que le film, si je le revoyais, ce serait compliqué. Là, en le voyant comme ça, je passe un bon moment et je suis intéressé. Mais si je le revoyais, comme je vois toutes les intrigues qui n'aboutissent pas, c'est forcément frustrant. C'est ça. Et moi, la question que j'avais aussi, c'est est-ce qu'il y a eu des reshoots ? Est-ce que quelqu'un a checké s'il y avait eu des reshoots beaucoup ou pas ? Parce qu'en vrai... Vu la date de sortie, il y a eu des remontages dans tous les cas. Tu vois. Ouais, mais du remontage... Est-ce qu'il y a eu des remontages ou des reshoots ? Parce que ça explique des trucs s'il y a eu des reshoots. Notamment des phases d'explication peut-être dans le c'est possible dans le métro, j'allais dire. Juste on n'a pas ça c'est dire à quel point ce vaisseau est pas complètement réussi. Il y a des moments je trouve qu'il est vraiment cool et d'autres moments où je le trouve très mid. Bah en fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, t'as vu les trois mêmes couloirs et moi je pense les trois mêmes pièces surtout, la chambre, l'incinérateur et l'endroit où il bouffe. Mais c'est pas forcément un problème si son propos c'était vraiment et en fait pour moi c'est ça le problème principal du film, c'est que au final même toutes les sous-intrigues qui sont oubliées, même le personnage de Kai qui est particulièrement frustrant parce que je me rends surtout compte que le personnage que j'ai moi, le personnage que j'ai envie de suivre, en vrai, c'est celui-là. Oui, bah de fou, on est d'accord. Je suis désolé, mais Mikey 17, sur beaucoup d'aspects, il me transporte pas. Mais moi, mais c'est juste un incel. Non. De la version 17 est quand même un peu... La version 18, du coup. Bah, la version 18 est un incel pour toi ? Moi, j'aurais dit plutôt... Bah oui, peut-être. Les deux, en vrai. Hein. Oui, les deux. Allez, hop là. C'est les deux faces d'une... Alors, Kai, l'actrice... Ouais. J'avais pas tiqué, mais on l'a vu dans un autre film. Bah oui. On l'a vu dans quoi ? Dans le Comte de Monte Cristo. Dans le Comte de putain. Bah oui, c'est elle. Oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Ah oui, je vois du coup. Voilà. Et d'ailleurs, l'actrice, elle est française du coup ? Non. Non. Je crois originaire de Roumanie aussi. Ok, d'accord. Moi, en tout cas, je m'étais dit qu'elle était pas. Ok, parce que très bien. Alors. Mais de toute façon, son cast a beaucoup de sens parce qu'effectivement, elle incarne une sorte. C'est marrant de l'avoir dans le Comte de Monte Cristo justement parce que, elle a de toute façon physiquement cet aspect presque très fantasme occidental de ce qui est supposé être la femme parfaite. Et puis, c'est exactement le propos. Faire la mère porteuse. Non, mais il y a littéralement un propos d'eugénisme. Mais c'est vraiment ça. Mark Ruffalo dit explicitement, il faut repeupler la planète. Non, le réarmement démographique. On parlait de ce personnage, tu vois.
Bah non, du coup, on peut pas en parler. Bah non, parce qu'il y a rien. Enfin, si, à part le fait qu'elle dit, en fait, j'ai pas trop envie d'être une mère porteuse. On a dit personne Mark Ruffalo. Ah, de Mark Ruffalo, d'accord. Oui, c'est vrai. Mais parce que le perso de Kai, il y a des pistes qui sont amenées, qui sont intéressantes. Genre, elle perd sa pote au début du truc. Ouais. Un peu, du coup, au début, ils accusent Mikey de pas s'être sacrifié à sa place. Ouais. Et du coup, enfin, genre, on comprend son deuil, mais en fait, il disparaît assez vite, son deuil, j'ai l'impression. Mais c'est pas son deuil qui disparaît, c'est elle qui disparaît. Oui, tu vois. Parce qu'après, elle réapparaît dans la scène où il est invité à bouffer chez Mark Ruffalo. Et il goûte les sauces et il meurt. Bon, c'est ça la meilleure scène du film. Je suis d'accord que c'est pour moi une des meilleures scènes du film. Juste pour finir sur Kai, c'est vrai que au début, avec sa pote, elle meurt, voilà, c'est triste. Mais non, mais attends, oui, je résume vraiment comme ça. Ensuite, elle veut Ken Mickey. Oui, et ensuite, on veut l'utiliser en tant que mère pour porteuse. repeupler une planète. Voilà. Et ensuite, elle disparaît. Ensuite, elle dispose. Mais c'est vraiment ça. Et parce que au début, il y avait un truc pour moi, entre comment il s'appelle le personnage de. Elle s'appelle comment déjà? Oh putain. La meuf de Mikey, oui, Nasha. Oui, Nasha. Ah, ouais. Mais Nasha, il y avait un truc où je me suis dit, comment ils vont faire, parce qu'il y en a deux et elles sont toutes les deux intéressées par Mikey, etc. Peut-être il y aura un truc, voilà, ça peut être intéressant. Ça disparaît. Oui. Assez vite, Kai, on la revoit plus du film. Ouais, il se passe après ça, quand elles sont tous les deux sous les escaliers, après on la revoit plus du film. Moi, c'est tellement dommage. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, et c'est que malheureusement l'ultime problème du film, c'est que malgré le fait qu'il élude complètement toutes ses sous-intrigues, alors que c'est vraiment triste parce que je pense que le tour de force absolu du film qu'on distingue et qui finalement n'aboutit à rien en termes de propos, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que chaque personnage est en duo. Donc Mark Ruffalo, sa femme, Nasha, Kai d'une certaine manière, Mikey et Nash, Kai qui a perdu son double précédent, et même les bébés aliens, ils sont en duo. Il y en a un qui a déjà été tué, et l'autre dit, en fait, si vous tuez le dernier, c'est foutu, on va vous détruire. Ça même symboliquement, il y a un truc, encore une fois, de la dualité de la personne. Et ça n'aboutit pas en termes de propos. Et le problème ultime, c'est que même le truc principal, qui est la question du traitement du corps du prolétariat, parce que c'est quand même ça, hein. Oui, c'est vraiment. Je veux dire, il s'en cache pas non plus, parce que le pitch, c'est quand même littéralement. Tu es remplaçable. Voilà, c'est ça. Ton métier, c'est de mourir. Ton corps n'est qu'un outil, d'ailleurs. Et d'ailleurs, on va tout reprendre. Parmi les meilleurs personnages du film, je pense qu'il y a, même s'ils sont discrets, il y a les personnages des médecins. Où il y a ce moment absurde où il est dehors, où il doit aspirer le virus, et où il y a une sorte de parodie de développement personnel de tu inspires, tu expires. Il faut vraiment que tout rentre dans ton corps. Que tous les virus rentrent dans ton corps. Et c'est clairement une parodie des gens qui te disent il faut respirer, se calmer. Tu vois, mais même ça n'aboutit pas. Tu vois, genre, quand après il se fait reprint et qu'en fait ils oublient de mettre le truc et qui tombe. Voilà. Et puis voilà, en fait, mais ça c'est aussi, tu vois, c'est très. Ça montre vraiment le côté de. À la fois la déshumanisation et la rupture de ton, parce que il se fait reprint, c'est un moment qui est quand même important dans le film. À chaque fois qu'il se fait reprint, il renaît entre guillemets, et il nous le dit aussi, il a une nouvelle personnalité à chaque fois, tu vois, il change de personnalité. Ça, je trouvais que c'était intéressant que Nasha aussi puisse l'aimer malgré toutes ses personnalités. Après, c'était un peu c'était un peu mais c'est passé vite fait, c'est passé à la trappe, et je trouve ça un peu dommage. Il change de personnalité si jamais. Oui, voilà, mais j'ai trouvé ça, l'idée était bien, je trouvais, et du coup, le fait qu'il soit, quand il se fait reprint, il tombe, et que du coup, genre, c'est horrible pour lui, mais en même temps, c'est marrant, parce que du coup, son corps est tout flasque, ça c'est marrant. participe exactement du propos, justement, c'est que quelque chose qui est supposé être absolument exceptionnel et potentiellement une sorte de révolution absolue de la manière d'envisager même la vie humaine, et ben en fait ça devient juste de la surproduction. Et ça c'est hyper passionnant dans la manière dont il le met en scène. C'est tellement récurrent que... Oui, c'est ça, qu'à un moment vous parlez de Nasha. Moi, c'est marrant parce que je l'ai pas du tout perçu comme ça. Pour moi, le personnage de Nasha, et c'est là où, du coup, effectivement, je pense qu'il y a un problème parce que je trouve qu'il est pas clair, ce personnage. Ouais, c'est vrai, là, vous le dites maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être ce côté de je l'aime quoi qu'il arrive. Mais il y a aussi un côté, quand elle apprend que les deux... Alors, elle est droguée. Hein. Elle est tellement sous drogue. Quand elle apprend que les deux sont là, au lieu la seule chose à laquelle elle pense, c'est non mais c'est intéressant, c'est le rapport sexuel, effectivement. Oui, c'est vrai. Donc tu penses que c'est une fétichiste des imprimantes? Je pense pas que c'est fétichiste des imprimantes. Non, par contre, je pense que le propos, c'est que même cette personne qui l'aime très très sincèrement, la première chose
à laquelle elle pense, c'est le fait que c'est un corps, et que c'est rien d'autre qu'un corps, et que c'est ok. quelque chose de parfaitement utilisable et utilitaire. Même elle, c'est sa manière de le voir en premier lieu, et ça se déconstruit après. Mais même ça, tu vois, je le devine, parce que je Mais c'est connais... pas dit, tu vois. Bah non, c'est pas clair. Tout ce que montre à l'image Bong Joon-ho, c'est qu'ils ont une relation visiblement hyper charnelle et quand même particulièrement physique. Et pourtant, la voix off, mais ça, on peut prendre ça pour de l'ironie peut-être justement, mais pourtant la voix off te dit « J'ai jamais eu de symbiose émotionnelle comme ça avec quelqu'un, elle m'a vraiment beaucoup aidé. » Alors on verra qu'elle l'a beaucoup aidé, mais visuellement, Nasha a un rapport extrêmement physique à Mikey 17, comme en fait, en réalité, la quasi-totalité du vaisseau. Finalement, les seuls qui vont avoir... Oui, à chaque fois, il lui demande ce que ça fait de mourir, tout ça, Et c'est pour ça que ça... Enfin, bon, c'est là que ça aurait pu avoir beaucoup de sens, que c'est Mikey 17 qui peut communiquer avec cette race alien qui fait quand même vachement penser à une forme de communisme. Oui, qui fait vachement penser à les Nausicaa et la aliens, vallée du vent. Les aliens, c'est juste des gros tardigrades, d'ailleurs. Bah c'est vraiment Nausicaa et la vallée du vent. Il y a des scènes à la fin, en tout cas de ouf. Mais de toute façon, il y a par plein contre, de références. scène de fou. Quand ils font des tourbillons de trucs, ça c'était vraiment trop cool. Ça, j'ai vraiment là, tu sentais le côté je m'amuse avec l'enveloppe. Ça de fou. Ouais. Mais c'est peut-être sur le rapport au cœur, du coup, que justement Kai, elle veut Mikey. Parce que après, par exemple, tu vois, elle rapporte du thé de la terre. C'est tellement foutu à la trappe qu'ils puissent ramener des trucs de la terre. Enfin, Mais de toute façon, je veux dire, moi, c'est super triste, mais le personnage de Kai, en fait, c'est même problématique parce que si tu le décryptes, ce personnage, malheureusement, sa présence dans le film indique l'inverse de ce que visiblement Bong Joon-ho veut dire. Parce que du coup, c'est censé être le personnage d'une femme forte qui est complètement objectifié par un leader de merde, tu vois, et par toute une partie de troupes tu vois, qui fantasment. Donc, c'est censé être une personne qui qui parvient à s'incarner autrement qu'à travers la vision des autres. Sauf que le problème, c'est que les seuls moments où elle existe, c'est vraiment ça. C'est pas du tout dans ce contexte-là. C'est alors effectivement, il y a le dîner pendant lequel elle est un peu en opposition. Oui. Mais sinon, avant, elle existe à travers la perte de son ami, elle existe à travers le fait qu'elle désire Mikey, et du coup, malheureusement, elle existe qu'à travers les autres personnages, alors qu'elle est censée incarner l'inverse. Donc c'est l'inverse de ce qu'elle est censée être, malheureusement. Mais oui, c'est le truc, je pense, le plus dommage et le plus dérangeant, ce perso, de toute façon. C'est le truc le plus flagrant, quoi. Il y a aussi le perso de Steven Yeun, qui est son pote arnaqueur sur Terre. Ah oui, d'ailleurs, ça, je voulais en parler. Comment quand il est dans le trou et qu'il y a de la lave en bas, il est pas censé survivre. Oui. Mais tu vois, ça par exemple, suspension consentie d'incrédulité. Oui, mais pas pour moi. Okay. Je ne serais pas. Non, mais là-dessus, tu vois, pour moi, c'est problématique parce que, c'est de la lave, quoi. Ils sont pas censés survivre. Ouais. Bon, voilà. Après, tu sais pas exactement. C'est peut-être une lave spéciale. Non, mais. Même. Je vois, ça m'a pas dérangé. En fait, oui. Moi, ça m'a posé problème parce que tu vois. Le reste est plutôt... tu vois, par exemple, quand il sort dehors, la crevasse, tout ça, tout est plutôt réaliste, je trouve. Il y a des vaisseaux qui volent, etc. Mais on est dans le futur, tu vois, ça pose pas de problème. Mais, c'est des humains, et on les fout dans un puits avec de la lave, il est censé être carbonisé. C'est censé être Anakin dans le 3, quoi. C'est pour ça que je voulais le placer. Non, mais voilà, c'est juste que, tu vois, pareil, quand la créature... Alors, peut-être la créature, elle est immunisée au feu, mais elle vit dans un truc de glace, donc ça me semble bizarre. Ouais. Bon. Les aliens, là ? Ouais, les aliens, mais... mais elle touche le feu, à un moment, elle touche la lave. Tu vois ce que c'est, les tardigrades, ou pas ? Oui, mais est-ce que... Ouais, non. Ça a littéralement son apparence, quoi. Non, il y a comme... C'est littéralement des gros tardigrades, quoi. Oui, non, mais canner, je vois ce que tu veux dire. Mais de toute façon, globalement, c'est ce qu'on dit, c'est que le vaisseau, malheureusement, il peine à prendre forme. En tout cas, moi, je trouve qu'il peine à prendre forme. Mais est-ce qu'on le voit de l'extérieur en entier à un moment ? Oui, mais dans le brouillard, tu vois. C'est dans la tempête de neige. Mais bon. Oui, c'est une grosse boîte, quoi. Mais finalement, peut-être qu'il marche le mieux dans le film, c'est Mark Ruffalo, parce que à partir du moment où la parodie est efficiente, le propos est efficient. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'évidemment, le parallèle qu'on a tous fait, c'est Trump. Oui. Moi, non. Ouais. Parce que je trouve que ça fait pas tant Trump. Ah ouais ? Je trouve que ça fait... Mais non, mais c'est le même genre, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est... Mais il est quand même vachement orange, quoi.
Et comme Oui, puis il y a vachement tout ce truc botoxé de et peinture. orange. Moi, ça m'a Ouais, juste fait penser justement à la catégorie de personnes, bien américain, Oui. bien. Bien blanc. Bien, je suis. Je suis croyant, etc. Mais Le fait qui qu'ils disent fait- l'église pour Ouais. l'entreprise, enfin, ou je sais plus, je crois que c'est l'inverse, c'est genre, Mhm. ils disent l'entreprise pour l'église ou l'inverse, je sais plus. Ça, mais c'est vraiment Proudhon, ça, en plus. mais ça me fait un peu rire, je trouve, Ouais. que du coup l'église et l'entreprise soient la même chose dans ce monde-là. Ouais, mais, que l'un mais après, encourage c'est. l'autre. Voilà, Ouais. après, par contre, Ouais. ça tombe Ouais. encore une fois à l'eau. Et voilà, moi, ça me mais fait voilà. penser à une personne, mais juste. À une Ouais, un type catégorie de personne. Oui, tu oui. vois. Bah, En ça, plus, c'est t'as vraiment vraiment la parodie un peu télévangéliste. Mhm. Avec son micro, il est sur scène. En plus, il présente une pierre. Moi, ça m'a directement fait penser aux caillou. Mormons. Ah oui, Avec de John fou, Smith de fou. et Mhm. la pierre dorée, etc. C'est un mormon. Bah, cette scène est très bien Tu vois. aussi, d'ailleurs, Ouais. en vrai. Hein. Ça, Mais c'est- moi, ça m'a fait directement penser à ça. Et du coup, c'est pour ça que je me disais pas Trump. Même Ouais. si, évidemment, bon, Moi, pendant le film, je me suis c'est pas logique dit, de je me suis penser pas à dit lui, Trump, quoi. mais je me suis pas forcément dit Trump pendant le film, mais enfin, c'est quand même, on sent qu'il y a quand même un truc derrière, quoi. Que Ouais. c'est, Ouais. enfin, ça représente pas forcément Trump en tant que tel, parce que genre c'est pas tout pareil, mais Mhm. ça représente cette catégorie de personnes ultra riches, qui se voient comme le leader et qui, Ouais. enfin, qui Bah, permettent d'objectifier un peu tout le monde et Mhm. de. Ouais. Et qui est finalement très très grossière aussi parce Oui, qu'il y a voilà. ça qui se passe. Mais enfin, il y a une scène d'ailleurs qui est toute conne de ridicule mais qui marche vachement bien. C'est le moment où il est en train de faire un discours. Il y a le verso qui est en train de trembler parce qu'ils vont atterrir. Mhm. Et en fait, il y a juste Bong Joon-ho qui filme d'abord visiblement ce qui peut être, on va dire, les hanches, la croupe de Toni Collette qui tremble. Et du coup, au début, tu te dis, attends, mais il est en train de coucher avec sa femme pendant qu'il fait le discours. Et en fait, non, c'est le vaisseau qui tremble parce que il est en train d'atterrir. Mais ça, c'est super malin parce que du coup, ça Oui. marche. Après, le côté grossier, je peux comprendre du coup, ça fasse pas rire tout le monde parce que l'équilibre est Moi, je brisé, trouvais que ça comme me je l'ai faisait dit. rire. Moi, ça me fait rire. Ah oui, non, mais Ouais, je pense que les gens dans la salle ont pu remarquer que. Nous, on Nous, trouvait ça nous, drôle. c'est bien marré. Qui Nous, par ce. Nous, on trouvait ça Nous, c'est drôle. bien marré. Bah, la scène du repas, c'est le truc ultime. Ah oui, en fait. non, Ouais. On Mais moi, était le morts truc, de par rire. contre, il y a un truc que j'ai trouvé, du coup, pour revenir avec les doubles, qu'en fait, il y a un moment où le double il se casse avec du coup, le personnage, Mhm. parce que après, quand il quitte le vaisseau, il y a une troisième personne qui arrive dans ce couple-là des deux personnages des chefs. Il y a l'assistant, entre guillemets. Mais c'est le mec de l'église. Ouais, coup. le chauve, là. Ouais, oui. Ouais. Je connais pas son prénom. C'est lui. Mais... Non, Mais mais c'est- il oui, a- c'est un il en peu a Mais pas. tu vois, il prend C'est un moment l'église. le rôle du double, enfin, il prend le rôle du double. Ouais, et ça, oui, je c'est trouvais un ça peu dommage. son- Et trouvé du coup que le double se cassait un peu. Mais c'est un peu Et son que du coup, conseiller. peut-être que. Oui, voilà, c'est son conseiller. tu Mais vois, du coup, voilà. est-ce qu'il y a. Enfin, Parce c'est qu'au un final, double-double. Mais, Le bon. personnage Mark Ruffalo, j'ai toujours Oui. pas son nom. Il fait tout le temps appel à Dieu, mais c'est juste un patron Mais tyrannique au Mais final. tu vois. oui, mais c'est ça. Mais bon, du coup, là, c'est moi qui va le faire, mais il me semble que Trump a justement un conseiller un peu religieux dans ce genre-là. Moi, pour moi, en vrai, le parallèle, il est quand même relativement évident. Oui. Mais de toute façon, la vérité, c'est que même si Bong Joon-ho avait pas directement pensé au diptyque Elon Musk-Trump, tu Oui, vois, parce que même si, franchement, je pense que Mark Ruffalo, en tout cas lui, quand il le fait, Oui, il y c'est pense. assez clair. L'inspiration Non, est là. parce que la manière de traîner certaines voyelles, tu vois, même, tu vois, Build the Great Wall. Voilà. Non, mais il y a quand même vraiment ça. Même sa gestuelle à des moments, tu sais, il y a un Oui. moment où il danse avec le micro. Franchement, c'est C'est exactement vraiment ça. ça. Ouais. Donc même en vrai, même s'il n'a pas pensé directement, de toute façon, c'est une sorte de climat global, on va pas se mentir, Oui. tu vois, le phénomène autoritaire. Et même, je trouve intéressant, alors, en vrai, j'ai rien trouvé qui pourrait faire penser qu'il y a eu un truc à rajouter là-dessus, et du coup, en termes de date du montage final, ça a pas de sens, mais il y a quand même eu, il y a pas si longtemps, c'est intéressant rien que de le mentionner, une loi martiale en Corée du Sud. Mhm. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, ouais. Donc, tu vois, alors, à quel point le film Après, en il s'est parle, fait- après, je pense pas qu'il en parle. Non, Par mais- contre, je pense que c'est hyper témoin d'un climat global que Mm. même Bong Joon-ho peut vivre, lui, de là où il est. Ouais. Enfin, Ouais, voilà. c'est vrai. Et c'est peut-être le seul, du coup, c'est ce que je dis, c'est peut-être le seul truc qui a abouti à un propos. Ouais. Oui, par parce la que c'est parodie. très, du coup, Mais c'est j'avoue, ouais, très parce que diffus en fait. À la fin tout du le film, reste. c'est. Il y a des gens qui arrivent et qui font. Il faut Vous avez gagner. été trop méchant, on vous arrête. Oh putain. Ouais, puis par la démocratie réformiste, Nasha finalement bah, deviendra ouais. peut-être chef du conseil. Bon, Tiens. ça, voilà, c'est la fin du film. Bravo. Mais c'est un happy end très hollywoodien, quoi. Ouais, bah. Un peu quand même. Look, on détruit nos engins pour détruire la planète. Ouais, non, mais. Mais t'avais lancé. C'est les éco-terroristes. C'est des éco-terroristes. Mais t'avais lancé le sujet sans un peu trop le lancer, c'est le côté changement de personnalité, qui du Oui. coup est mentionné vite fait, bon pour dire ça existe. Ça existe. Ouais, Ça existe, voilà. c'est là. Et
justement, entre les doubles, tu vois, ça fait que juste ils apparaissent directement tous les deux dans la même pièce et c'est juste ils sont déjà différents, tu vois. Et du coup, est-ce que c'est pas un peu facile de faire le bon et la brute, tu vois? Et au non, final, c'est pas tant le bon et la brute. 18, il change, tu vois, à la fin, tu vois. En fait, sa manière de changer, c'est juste il se rapproche de 17, quoi. Je pense pas qu'il change en vrai. Pour moi, c'est juste que le personnage des 18, il est initialement désespéré et du coup, sa seule conclusion à ce désespoir, c'est le sacrifice. Du coup, c'est le sacrifice. Oui, c'est ça. C'est factuellement le sacrifice. Et tiens, c'est un peu léniniste aussi, tiens. Mais moi, de toute façon, pour moi, en fait, la planète sur laquelle ils arrivent, il y a quand même tout un propos sur l'espèce de... C'est pour ça que je trouve la conclusion, en tout cas, pas forcément hyper cohérente avec ce que visiblement le film essaie de dire, c'est qu'il y a une sorte d'ambiance générale du désespoir absolu quand même, et c'est un des propos de Bong Joon-ho dans sa discographie en général. Discographie. Non, alors, je fais des podcasts sur des rap normalement. Parce que c'est-à-dire que la planète, c'est quand même là une planète de mort, c'est juste de la glace partout. Elle s'appelle Niflheim. Donc, qui est alors, comment dire, c'est un des 9 mondes de la mythologie nordique qui peut être vu comme une sorte d'enfer ultime et final dans lesquels vivent les géants de glace et dans lequel est enfermé Loki jusqu'au Ragnarok. Donc c'est l'enfer en fait. C'est juste un monde vide de froid, point. C'est ça, c'est la punition. Il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui... C'est la destruction. Et donc c'est intéressant parce qu'ils décrivent quand même le fait qu'ils partent de la Terre parce que c'est devenu un enfer à vivre. Mais en fait, ils vont sur un pour arriver sur un nouvel enfer qui est... Donc il y a quand même une métaphore de l'espèce de... Tu vois, comment dire, l'impossibilité de s'en sortir pour toute une partie de ces gens, parce que et du coup c'est pour ça que la conclusion est de toute façon visiblement un peu simpliste, mais je pense que c'est pas trop de son fait. Parce que il a quand même mis un an et demi à sortir le film. Ouais, mais tu vois, mais ça c'est le problème avec le studio. Mais il y a visiblement. Mais je pense que le studio a joué sur la fin. Tu vois, moi par exemple. Mais le studio a forcément joué sur le film justement. Oui, mais je pense que la fin, tu vois, pour moi la fin c'est vraiment symptomatique du studio. Mais je pense que c'est comme Arcane. Ils veulent en faire un happy end et parce que c'est le truc qui marche aux États-Unis. Après, moi, sur cette conclusion, je pense que c'est pas un truc. Moi, c'est pour ça que je pense que Bong Joon-ho, il s'est surtout amusé avec l'enveloppe de Warner. En tout cas, j'espère que c'est ça qui s'est passé. J'espère qu'il a pris leur thune pour s'amuser. Visiblement, il s'amuse, tu vois. Il y a des scènes, c'est sûr qu'il s'amuse. C'est pour ça que c'est cool, parce qu'il y a quand même toute une partie des trucs qui sont assez jouissifs à regarder. Mais la conclusion, je pense que ça peut pas être de son fait. Et je vais appeler à la barre, sans vous le spoiler, Memories of Murder. Memories of Murder, c'est exactement ce dont on parle. Dans la culture américaine, le happy end est presque une sorte d'inévitabilité. C'est inévitable. Dans Memories of Murder, je ne vous spoil pas la fin, on peut pas spécialement dire que ça finit mal. On peut même dire, mais on peut pas du tout dire que ça finit bien. En fait, c'est une fin douce amère. Non, franchement, c'est fort amère. C'est quand même un peu pire. Ouais, fort amère. C'est un peu pire que ça. C'est un peu pire que. En fait, la fin de Bong Joon-ho lui sert d'ultime conclusion à son propos dans le film. Ce qui n'est factuellement pas le cas dans Mikey 17. Non, mais je veux dire, voilà. Oui. Mais je pense que du coup, ça rend problématique le fait que ce qu'on pensait être... Parce que c'est quand même... On peut quand même facilement faire le parallèle avec Parasite, justement. Parce qu'on pouvait penser être comme une sorte de nouvelle version de Parasite SF. Avec un propos sur la classe, sur le prolétariat et tout. Sur les corps. Sans spoiler trop, Parasite, c'est quand même pensé... Au début, on dirait que c'est une sorte de comédie familiale et petit à petit il y a une rupture de ton, la fameuse, et ça devient ultra horrifique. En vrai, Mikey 17, c'est sensiblement ça. Le début est quand même plutôt drôle, très absurde, et c'est censé devenir un truc ultra intense et pseudo-révolutionnaire à la fin. C'est pas ce qui se passe. En tout cas, c'est visiblement le même modèle. Le type de propos n'aboutit absolument pas. Et du coup, finalement, ce qui reste pour moi, c'est ce truc de la parodie de l'autoritarisme qui finalement le dénonce assez bien, moi je trouve, du coup, et la banalité de la violence. Parce que ça, de toute façon, comme ça reste graphique, présent, ça reste vraiment là. Oui, mais c'est vraiment graphique. Et ça, c'était un truc pour moi que j'avais trouvé trop cool à voir, mais c'est dommage que ça arrive si tard dans le film. À la fin du film, quand Mark Ruffalo se fait reprint, on voit son corps, l'intérieur du corps, se faire printer. Et j'ai trouvé ce moment... j'ai trouvé ça trop cool de voir l'intérieur de la machine et voir comment ça fonctionne. Ça arrive que à la fin et on le voit 2 secondes et demie. J'ai un peu le seum. Voilà. Ce que je voulais dire aussi sur le happy end, c'est que en vrai ça c'était The Rock qui disait ça. Tu vois, par exemple, c'était pour Rampage,
C'est un film avec des gros monstres qui se tapent dessus. Ça a l'air super. En vrai, le film est un peu sympa. Ça a l'air marrant. Mais ce qu'il disait lui, par exemple, tu vois, c'est que, et ça pour moi c'est symptomatique de vraiment le Hollywood, il disait si le film ne se finit pas bien, je ne joue pas dedans. Ah ouais. Et tu vois, non mais voilà, tu vois, est-ce que vous pensez que je peux spoil ou pas le film? Rampage ? Ouais. Oui. Voilà. en gros, à la fin, le singe qui s'appelle George survit et c'était ça pour lui le happy end. Enfin, il fallait que George survive, sinon il ne jouait pas dans le film. Et pour moi, c'est très symptomatique de ça que, en fait, pour eux, c'est le happy end ou rien. Il y a des acteurs, tu vois, c'est vraiment le happy end ou rien. Après, ça m'étonne pas de The Rock. Non, ça m'étonne pas, mais pour moi, c'est symptomatique de comment le happy end est vu aux États-Unis et vécu aux États-Unis. Mais c'est intéressant ce que tu dis, mais après, on va peut-être pas repartir dans un nouveau tunnel, mais je veux dire, c'est quand même une vision de ce qui est bien le happy end, et en fait assez régulièrement c'est quand même quelque chose de plutôt malhonnête, genre typiquement dans les films de grandes catastrophes, à la fin il y a un happy end parce que les héros ils sont sortis, etc. C'est les 5 héros qui ont survécu, et du coup c'est trop bien. Il y a 5 milliards de personnes qui ont été massacrées par le film catastrophe, et en fait finalement le happy end c'est quelque chose de comment dire, en termes de storicité, tu vois, c'est un truc américain. C'est une vision du happy end en fait, et c'est là où en fait c'est vachement bien ce que tu dis, parce que c'est exactement ce que je dis. Le propos de Bong Joon-ho pouvait pas aboutir dans ce contexte-là conjoncturel, parce que le film américain étant purement individualiste, auto-centré sur la survie d'un individu auquel on est supposé s'attacher, et la survie son propos global sur le phénomène du corps prolétarien et de la classe sociale et de l'unité sociale, et enfin quand même qui transparaît visiblement un petit peu, et de l'anti-autoritarisme, ne peut pas aboutir dans un film où de toute façon le studio, par la forme commerciale qu'il envisage, ne peut que visualiser un personnage très auto-centré et individualiste. De fou. C'est pour ça que les voix dans la tête de Mikey 17 uniquement, ça marche pas. Ouais, ça je suis d'accord. Le fait que la planète c'est littéralement un enfer, vu que ça vient littéralement de la mythologie, tu vois, c'est aussi là, du coup, il y a le gros tardigrade là. Ouais. Est-ce que... ouais. Je sais pas, est-ce qu'il y a un message derrière, tu vois? Est-ce que... C'est compliqué, tu vois. c'est notre planète. Finalement, ils sont quand même plutôt ouverts au fait qu'ils puissent vivre ensemble. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est même pas trop une question en vrai pour eux. Mais ça, ils sont là, tu vois. Ça, le truc, c'est clairement, mais c'est juste, c'est quand même le nom d'un enfer, quoi. Oui. Comme endroit. Ouais, mais c'est l'homme qui l'a... Voilà, c'est ça, c'est l'homme qui l'a appelé comme ça. Appelé comme ça. Et donc symboliquement, je pense qu'il y a exactement ce truc-là. C'est que Mark Ruffalo projette constamment la violence sur les autres hommes. En voilà. fait. Et puis en fait, et ça c'est très souvent le cas, c'est les humains. Enfin, s'il y a une autre, et ça pour moi c'est très américain. On arrive dans un endroit, il y a des gens. Il faut les tuer. Oui, parce qu'ils sont forcément méchants. Mais dans le bouquin de base, de ce que j'ai compris, il y a tout un propos sur le colonialisme. Oui, voilà, du coup, on n'est pas, je suis pas étonné, tu vois. En fait, là, le problème, c'est qu'on est en train de parler de trucs qu'on devine, mais qui sont factuellement pas dans le film. Oui, c'est présenté quand même, mais. Moi, je le dis. Moi, je l'ai moins bien noté que vous deux. Mais moi, j'ai noté à 4. Voilà, toi, tu l'as le mieux noté. Moi, je l'ai noté à 3. Toi, t'es à 3,5. Ouais, mais je pensais le baisser quand même. Ok, non, mais moi, je pense que je vais le laisser à 4 quand même, parce que je trouvais que c'est juste ça se justifie. Moi, c'est justement le rewatch, tu vois, où c'est compliqué que je note un film 3,5 quand même, alors que j'ai pas forcément envie de le revoir. Aussi. Moi, il y a des films, j'ai pas besoin de les revoir pour trouver qu'ils sont bien. Genre, besoin, il est posé là, je l'ai vu, j'ai passé un très bon moment devant. Et tu vois, j'ai pas besoin de revoir le film. Vu que le message. Enfin, le film est censé avoir un message quand même. Oui, mais pour moi, tu vois, le message est de toute façon annulé, ou alors minimisé par le fait que ce soit un gros studio et que c'est prévu pour plaire à trop de gens. Donc voilà, jurisprudence James Cameron, c'est ça? Jurisprudence. C'est juste, t'as des bribes de trucs qui sont posés quand même, tu vois. Oui, mais du coup, au final, quand tu y repenses, c'est gênant, je trouve. Oui, mais ça, pour moi, ça peut de toute façon pas aboutir parce que le fait que ce soit, mais ça, c'est ce que je disais au début, le fait que ce soit un film qui paraisse, alors je vais dire mettre des gros guillemets de tâcheron, mais intelligent, et qui fasse, oh là là, on est Hollywood et on fait des blockbusters, mais c'est intelligent, en fait, et vu que c'est à la base prévu pour plaire au plus de monde et chercher de la niche en mode regardez, nous on aime bien le cinéma sud-coréen, venez vers nous ceux qui aiment ça. En fait pour moi ça minimise de fou le propos qu'il peut y avoir derrière. En fait de toute façon là tout ce qu'on développe et ce qu'on visiblement on aime dans le propos du film, parce que là en vrai on est quand même content de parler de tout ce que le film peut potentiellement dire, et c'est là où c'est important, et je le précise pour ceux qui nous écoutent et qui se disent il a l'air vraiment particulièrement génial ce film, malheureusement c'est pas dans le film en vrai tout ce qu'on dit. Ça oui. C'est quand même des trucs moi ça me fait penser à un truc un peu tout con, mais l'Exorciste 2 alors
Moi, j'adore l'Exorciste 1. Friedkin est un gros connard de merde, mais voilà, j'adore l'Exorciste 1. Et l'Exorciste 2, je le trouve intéressant. Il y a toute une partie des fans de l'Exorciste 2 qui sont hyper fans de l'Exorciste 2 et qui t'expliquent pourquoi c'est génial. Mais en vrai, parce qu'il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup de trucs interprétatifs, ce qu'il y a beaucoup dans le cinéma de Bong Joon-ho d'ailleurs. Ouais. Après, c'est ce qui nous permet de développer. Mais c'est mais ce qui permet y a pas dans le aussi film. de se faire une image. Tout ce qui est génial dans l'Exorciste 2 des gens qui le défendent, c'est pas dans le film. Merde. Les gens, ils sont là, ils sont genre, oui, vous l'interprétez, vous le voyez comme ça, vous décidez de le voir comme ça, mais c'est pas dans le film. Et là, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est pas dans Mikey 17. Oui, c'est pas dans le on film. le comprend parce qu'on parle du contexte, on parle de la signification de certains plans de Bong Joon-ho. Bah, c'est comment on le ressent nous aussi, tu vois. Oui, évidemment, on a des gros biais. Moi, est-ce qu'on pourrait parler de la meilleure scène après la scène du repas, parce qu'il y a des choses à dire et j'aimerais bien en reparler. Oh putain, bah, vas-y, je sais pas trop ce qu'il y a à dire de plus, mais non, mais juste la décrire et pourquoi j'ai trouvé qu'elle était trop bien, quoi. Ouais. Parce que, alors, c'est Mikey qui est invité à manger chez Mark Ruffalo et Toni Collette. Toni Collette. Je sais plus les personnages, ouais. Oui, j'ai plus le nom des personnages, mais c'est pas trop grave en vrai. Eux là. Voilà, les chefs. Et du coup, ils sont invités à manger chez lui et du coup, ils se goinfrent, mais en fait, on se rend compte que c'est de la viande artificielle. Du coup, il est en train de crever par que terre. les médecins lui ont donné pour voir si c'était voir, mangeable. C'est vraiment ça. Et après, genre, c'est vraiment. Enfin, la scène est vraiment horrible de A à Z parce qu'il bouffe. Après, il vomit partout. Il y a pas de musique. Il y a rien. En fait, c'est hyper cru. Et après, quand il y a Kate, non, Kai, ouais. Kai, oui. On a parlé d'Arcane, c'est pour ça que j'ai dit Kate. Ah oui. Elle arrive, il y a le truc de la mère porteuse. Après, il vomit partout, c'est horrible. Ouais. Et genre, il lui est-ce donne. qu'on l'achève, Voilà, est-ce qu'on l'achève? Après, il lui donne un truc pour essayer de regarder s'il va. Enfin, il lui met une seringue direct dans la nuque. Enfin, c'est horrible. Oui, et puis les scientifiques qui sont là, il y en a un qui filme. Et puis il y a tout un truc de. Monsieur le président, il faut que vous l'acheviez. Et lui, Oui. et en fait, le mec c'est ça qui est trop bien fait. Il est en train de crever par terre. Il est en train de crever par terre. C'est pour ça que c'est un peu drôle parce que c'est ridicule. Le mec est en train de crever par terre, tu l'entends agoniser et t'as en contre-plongée Mark Ruffalo, tu vois, en mode épique, mais sans il musique. va l'abattre. Et tu sens que c'est une parodie de ce genre de scène de là tout d'un coup il y a en contre-plongée un truc épique avec la musique qui retentit. Voilà, c'est ça. Et il est dans sa tête, il regarde vers le ciel et il est genre c'est vraiment ça. Je vais le faire. Et là il y a un drapeau des États-Unis derrière. Voilà, c'est ça. Mais sauf que cette scène, elle se passe dans un contexte où il n'y a pas de musique, où il y a un mec qui est en train de crever par terre. Il y a vraiment les bruits. Et en plus, après. Oui, je vais le sauver. Après, la meuf, elle veut enlever le tapis avant qu'il lui tire une balle. Ah oui, bon, c'est horrible. Ouais. Justement, pas salir le tapis. C'est-à-dire que le tapis est plus important que le perso, mais du coup, la scène est trop bien. C'est la scène la plus hilarante et qui porte le plus de messages. Ouais. À la fois en plus. Qui est la plus juste en fait. En fait, on voit qu'il ne salissez pas mon tapis. Est-ce qu'on là-bas ou pas? Mais tu vois, pareil. Je sais pas, moi, je suis pas du lundi. Mais ça se voit que Bong Joon-ho, il s'amuse là-dedans. Ouais, t'as le côté scientifique. Et enfin, tout est bien filmé. Oui, c'est ça. Il y a les scientifiques qui arrivent, il y en a un qui filme pour après montrer que le président, du coup, on va l'appeler comme ça, le chef, voilà, il est, il a sauvé Mikey, il l'a abattu alors qu'il agonisait. Ça, c'est vraiment horrible. Le héros, mais vraiment. Hein. Oui, et puis là, c'est là que le personnage de Kai est frustrant parce que tu sens tout le potentiel. C'est que elle veut pas. Non, mais en fait, elle réalise. Ouais. Déjà au début du repas, elle réalise que elle est vue. Effectivement, vous le dites. Alors, c'est pas dit comme ça, mais elle est vue comme une mère porteuse. Effectivement, elle est vue comme une sorte de perfection racialiste. Voilà, mais il y a vraiment ça et la perfection racialiste est vraiment là-dedans parce qu'il dit tu as les gènes parfaits, tu vois. Il faut créer une race parfaite. Il dit vraiment le mot race, je crois, et que en fait, on ressent aussi que c'est selon lui la personne parfaite pour s'accoupler avec les autres, tu vois. Ouais, parce qu'il y a ça qui est beaucoup sous-entendu, c'est lui qui va la féconder. C'est lui qui va la féconder. Voilà. Bon, du coup, déjà, il y a ça où tout d'un coup, elle réalise que oula, bizarre l'ambiance. Genre, je ne suis vu que comme un vagin, tu vois. Ouais. Et après, il y a ce truc de Mikey, du coup, qui est au stade ultime de la déshumanisation parce que déjà le médecin arrive en mode oui désolé on a oublié de on vous a pas prévenu mais c'était pour voir si cette viande était mangeable. Bon bah visiblement pas trop, et le mec il est en train de crever par terre. Après il y a le truc de un test. ils font un test, tu vois. Ah non bah là il est foutu de chez foutu. Ok, est-ce qu'on va l'achever? Ah non, enlevez le tapis parce qu'on va pas salir le tapis. Et puis après il y a le truc vous avez pas un sérum qui peut le soigner? Oui mais il y a peut-être moyen qu'il explose. Bon au point où on en est. Allez hop, voilà, il y a tout quoi. C'est vraiment incroyable. Ouais, c'est la scène la plus géniale, etc. Ouais. Moi, ce que je vous propose, parce qu'on en a beaucoup parlé, on c'est peut en d'aller parler voir longtemps. les avis des spectateurs, ouais. les critiques. Moi, je suis chaud. On y va? Vas-y.
Le film est noté 3,7 sur Letterboxd, 3,6 par la presse et les spectateurs sur Allociné. Et sur Rotten Tomatoes, c'était 70 et quelques %. Oui, c'était... Ouais, bah, voilà, c'est des bonnes notes. Ouais, globalement, c'est du moyen bon film. Ouais, c'est ça. Donc on va aller voir Ça a été plutôt apprécié. quelques avis. Bon, après, les critiques presse, c'est jamais très intéressant. La 7ème obsession. Paris Qu'est-ce que Match c'est ce 2. truc Waouh. Le point 2. On va voir le point après. Bah non, j'ai pas envie. Hein. Moi, je veux aller voir le point. Ah si. putain. Mais voir ils le point sont deux. pas toujours... le Que dit pire, France c'est qu'ils sont- Culture? Même si Bong Joon-ho se complaît quelque peu dans la richesse visuelle de l'univers de Mikey 17, ce qui rallonge quelque peu la durée de son film, 2h17, c'est un bonheur de voir une œuvre de science-fiction aussi aboutie. Alors c'est marrant parce que la critique a l'air de D'accord. sous-entendre que le film est un peu contemplatif, ce que je... Enfin, moi, c'est Ouais, pas non. vraiment ce qui me vient, mais... Ouais, Je sais pas, pareil, mais hein. c'est vrai que... Mais ouais. Mais va pourquoi voir pas, le hein. point, va voir le point ce qu'ils disent. Je sais pas du tout où ils sont. Mais c'est tout en bas du coup. Ah, Bah oui, ils ont mis 2. Ils ont mis 2. Que dit le point? De ce fourre-tout, j'ai eu une poignée de fulgurance et autant d'espoir déçu. Paris Match. Bon. Malgré la maestria formelle de l'attachant cinéaste coréen, ce début de phrase. C'est horrible. L'attachant cinéaste coréen, c'est un peu paternaliste, hein, on va pas se mentir. Ah, Nous n'avons hélas pas été transportés au 7ème ciel par cet envolé cosmique. C'est quoi cette Oh putain. écriture de merde? Oh ouais. Ils Ok, disent Trump. Parasité Simili-Trump. par les grimaces d'un Ruffalo cabotinant à mort en simili-Trump, muscle du futur. Ouais, ils sont fans de Trump, voilà, c'est pour ça. Non, en vrai, Ouais. moi, ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui soient dérangés par le côté un peu caricatural Ouais. du jeu, mais pour moi, ça marche Non, mais vraiment moi je bien, trouve quoi. que ça marche. Ouais. Oui, mais c'est justement caricatural, du coup c'est Mais- marrant. Moi, je Le dis début juste aux gens, est-ce que vous avez vraiment envie d'être d'accord avec le point? Moi, c'est juste Non, ça. bah non, pas justement. T'as vu la première moitié du. Mais c'est vrai qu'ils disent C'est que écrit- c'est un non, mais- attachant cinéaste coréen, c'est vraiment. Et tout. Ouais. Maestria, Bah alors, formelle le de petit, l'attachant Il va cinéaste bien, coréen. il va bien. Après, il est choupi en interview. Mais Oui, C'est mais vrai. quand même. Mais je pense qu'on va aller directement Viens, voir on les va voir les spectateurs. spectateurs. non, mais de toute façon, la presse. Ils sont ici. Ouais. Oula, non, mais Oula. j'en ai marre des avis trop Non, longs. moi. mais mettez-moi Vous deux n'êtes phrases. pas des critiques. Faites un podcast ou pire. Voilà, c'est ça. Ah, 0,5 Oh, Ah, oulala, un beau Oui, drapeau oui, français. oui. C'est une satire complètement ratée, hormis Pattinson, qui est un excellent acteur. Hulk, en caricature ratée de Trump, pour ne dire que Trump, oulala, c'est le mal. J'ai envie de crever. Ah, j'ai Ah non, j'ai mais une idée oui. sur ton avis. Regardez le Cabotine, comme pseudo et Gérard la Henry. photo de profil. Oui, Ah ouais, j'avoue, j'avais pas Magellan, J'avais pas carrément. Ah oui, d'accord. Ouais, fuyez, pauvre fou. Oh non, mais c'est bon. Bon, Oh, Laissez. Je suis geek, regardez, je mets les références. Je au Seigneur de l'Anneau, je suis fan. Vous allez laisser Gandalf tranquille tout de suite. Ah, vraiment. Euh, Les scénarios est assez faible, l'interprétation digne d'un téléfilm, la musique, n'en parlons pas. Bref, ce n'est pas que je me suis ennuyé, non, c'est pire que je me suis endormi. Carrément, il s'est endormi. Ouais, non, ça c'est quand même. Non, mais ça, la musique, j'ai pas de souvenir marquant de musique. La musique m'a pas Ouais, elle marqué, marche bien. mais je l'ai pas trouvée chiante, quoi. Enfin, j'ai pas eu de problème avec la musique, quoi. Première incursion hollywoodienne du réalisateur de Parasite. Non. Ouais, c'est En plus, twist, non. c'est pas vrai. Mais avant, c'était une coproduction, non Bon. Justement. Bref. Donc, Ah oui, euh, bon, ça, Oui, à mais moitié vrai. il est, Bon. enfin, il est déjà là, quoi. Ne déçoit pas dans sa critique du capitalisme poussé à outrance des dérives de l'eugénisme. Bon, poussé à outrance, pas complètement du coup. Bah, Ouais, un peu quand même, mais pas complètement. ça n'aboutit pas en tout cas. Ouais, oui, justement, ça. On retrouve de nombreux thèmes chers aux réalisateurs coréens, les monstres et les autres bêtes. Okia, The Host, etc., etc. Robert Pattinson est excellent et on a même notre Anna Maria Vattel. Mais dans le casting est bien sûr Mark Ruffalo et Toni Collette en couple de super méchants. Seul bémol. Peut-être le côté too much du film qui sacrifie à la tendance des blockbusters américaines. Bah, en vrai, c'est ce Ouais. qu'on dit un peu, du coup, que il est sacrifié, enfin, pour le blockbuster américain, quand même, il y a certains trucs qui sont Ouais, sacrifiés mais pour moi, pour c'est le pas l'aspect too blockbuster. much parce que l'aspect too Mais much, c'est pas c'est too peut-être much. justement Mais- la patte de. Bon, bref. On n'est pas totalement mais c'est d'accord, intéressant mais parce que- le côté sacrifié à la tendance du blockbuster américain, ça, moi, je suis d'accord, tu vois, par exemple. Oui, peut-être. En fait, Il y a moi, des c'est trucs qui sont intéressant pour moi parce que sacrifiés là, les pour, avis que je vois, enfin, moi, je suis relativement critique à l'égard du film. Je pense que c'est un film que j'ai pas. Mhm. Que On va pas mettre finalement, 5 j'ai étoiles, partiellement hein, Non, mais que j'ai finalement partiellement apprécié. Ouais. Mhm. Mais là, quand je vois les critiques, j'ai vraiment envie de le défendre en fait. Tu Ouais. vois non, mais Oui, c'est je suis c'est pas marrant, d'accord avec les d'accord. critiques. C'est marrant comme justement, phénomène. ouais. Vu que t'as bien vu Parasite, toi, est-ce que tu es d'accord avec l'affiche après Parasite, la nouvelle pépite de Bong Joon-ho? Ça, c'est une Ouais, bonne question, j'aime bien. Ouais, moi j'ai un peu du mal avec le culte autour de Parasite, mais
Moi, je pense que c'est intéressant. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je pense que c'est un film qui est intéressant à voir si vous voulez le voir comme un film intéressant à voir. C'est-à-dire comme une sorte d'objet filmique intéressant. Je pense qu'en tant que film à récit, bof, je pense qu'en tant que film à mise en scène, ça marche vraiment bien en général. Donc voilà, moi je suis très mitigé parce que la suite à Parasite n'aboutit pas complètement, du coup, d'une certaine manière. Et moi je voulais faire un dernier truc. Parce que à la base, c'est vrai qu'on l'a... merci de m'inviter, ça me fait vraiment plaisir. Mais moi à la base, je suis plutôt quelqu'un qui parle de rap. Voilà, moi, je touche un peu ma bille sur le sujet. Et du coup, j'avais dit que à chaque fois, peut-être que je serais invité, je voulais faire un parallèle entre un réal et un rappeur, et je veux faire en sorte que ce parallèle soit cohérent. Quand et tu appelleras cette chronique la chronique. Un parallèle, le parallèle intéressant, un parallèle pseudo-cohérent entre deux médiums complètement opposés. Non, en plus c'est pas totalement opposé. Le rap et le ciné. Pour toi c'est opposé? Je pense quand même que c'est vraiment pas les mêmes méthodes d'expression. Je pense que ça non, mais je pense que c'est quand même très lié parce que il y a plein de références à la musique dans le rap. Hein. Le cinéma dans le rap, c'est quand même quelque chose. C'est pareil, mais c'est pas opposé non plus. En fait, si moi. Allez, fais ton parallèle. Oui, c'est parce que là on part dans une autre. Vas-y, fais ton truc. Je pense que majoritairement le cinéma c'est une œuvre collective, alors que majoritairement le rap c'est quelque chose qui a toujours été très individualiste et auto-centré. C'est pour ça que je disais ça. Ce qui n'empêche pas que l'un et l'autre rentrent dans l'univers de l'autre. J'ai un parallèle parfait pour Bong Joon-ho. Je pense que Bong Joon-ho, son équivalent dans le rap, c'est Denzel Curry. Qui est Denzel Curry? Denzel Curry, c'est un rappeur américain de Miami qui, depuis le début des années 2010 à peu près, va traîner dans toute une sorte de collectif. Il va être proche de Space Ghost à un moment, et c'est une sorte de gros performeur, en gros, qui est fan de toute une partie du rap du Sud, mais qui en fait est fanatique de énormément de styles de rap. Et en fait, il va avoir une perte particulière qui va le traumatiser, ça va être la perte d'un ami. Il va y dédier un album qui s'appelle Impérial, et qui est sûrement, je pense, son meilleur album, et une sorte d'album ultra intense. Et vous avez forcément déjà... est-ce que vous voyez le morceau qui fait I am the one, ça me dit un truc. Voilà. Bah alors peut-être tu mettras un extrait à la place de ce mime, mais pas sûr. C'est lui. Bref, ça. Et en fait, aujourd'hui, au fur et à mesure de sa carrière, là dernièrement, il a fait un album, disons plus traditionnel, boom bap, plus conceptuel. L'année dernière, il a fait un album spécial sur la musique de Memphis. En fait, c'est une sorte d'étudiant qui, à chaque fois, par plaisir de faire cet exercice, et avec un grand talent, mais un peu scolaire à des moments, reproduit des styles de rap dont il est fan, et parce que son talent lui permet de le faire. Pour moi, Bong Joon-ho, c'est un peu ça. C'est même complètement ça, en fait. Il a dit il était scolaire. Parce que, oui, alors moi, c'est le problème que j'ai avec Denzel Curry, et c'est le problème que je peux avoir parfois avec Bong Joon-ho, c'est qu'il y a le côté... surapplication. À des moments, il cite Buñuel, qui est quand même un des réalisateurs issus de la mouvance surréaliste, et je trouve dommage parce que je vois pas beaucoup de Buñuel dans le cinéma de Bong Joon-ho. Genre, le côté surréaliste est très intuitif. Il apparaît, pour moi, partiellement dans sa filmographie. Bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le parallèle, il est hyper cohérent. Je tiens à faire ce parallèle. Bong Joon-ho et Denzel Curry. Bong Joon-ho, il a fait le thriller, il a fait le film de monstre, il a fait maintenant la science-fiction, il a fait le film révolutionnaire, tu vois, il a fait plein de trucs dont lui, il était fan. Il a beaucoup diversifié son style. C'est un peu comme Arachi pour Jojo. Voilà, nous on fera parallèlement bien. Alors pourquoi c'est Araki? C'est pas en vrai, mais je pense que c'est le truc Denzel Curry, c'est exactement ça. Mais c'est le truc de, en fait, il essaye plein de trucs, et du coup en même temps, enfin, ça se voit qu'il aime faire ce qu'il est, et enfin ce qu'il veut, et qu'il essaye des trucs dans plusieurs styles différents. Et moi je trouve ça cool en vrai, d'essayer des trucs. J'ai pas porté le jugement de valeur, j'ai fait un parallèle. Non, mais oui, voilà. Mais moi, du coup, moi, j'aime bien. Ça me plaît d'essayer plein de trucs. Je trouve ça cool. Ouais, moi, j'essaierai d'être aussi cohérent si on me réinvite. Très bien. Bah, justement, c'est la fin. On vous remercie si vous êtes encore là. Notez le podcast 5 étoiles toujours. N'hésitez pas à commenter si vous avez un avis. Bon, surtout si vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est déjà pas mal. Preuve que vous êtes impliqué. Ça a été moins salé que l'épisode d'avant. Je me suis pas énervé, et ça, incroyable. Je vais spoiler un peu l'épisode d'après. Non, l'épisode d'après va être salé. Mais on va te spoiler vite fait. Voilà. Pour finir l'épisode. Ok. Donc, on va finir par ta réaction finalement. Le premier épisode, on va aller voir. Évidemment, parce qu'on a des places gratuites. Je paierai jamais pour on paiera pas pour ce film.
le nouveau Blanche-Neige. Ouais. Let's go, ça va être trop bien. Et on va regarder le premier. Oui, on va se remater bientôt. le film original. Voilà, on va se faire les deux voir à peu d'intervalle pour faire un parallèle entre les deux, quoi. Ouais. Bah, parce qu'on l'a vu, mais on était. Je suis hype de fou. On faisait 5 cm. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller voir ce film? Non. Heureusement que c'est gratuit. Justement. Bande de wokistes. C'est vrai. Ah là là. Ben voilà. Bah, c'est ça le prochain épisode. Tu reviendras. Ouais, tu reviendras un jour. Avec plaisir. S'il y a un film qui nous plaît tous les trois, auquel on veut peut-être aller. Tout simplement, ouais. Pourquoi pas. Minecraft. Oui. Ben si tu veux venir, mais je crois que de toute façon Minecraft, ça voilà, non, pour non, nous non. c'est un peu le. Ça sera un big épisode. Non, Ce sera pour nous Je voulais voilà. pas me c'est lancer ça. dans ça. On veut faire un big épisode C'était une blague. avec, on invite un peu plein de gens. Oui. Bah tous ceux qui. Toutes les personnes seront dispo. Voilà, pour, qui seront dispo pour aller voir Minecraft sont les bienvenus. Et à une prochaine. À une prochaine. Salut.